Bonjour, je vous remercie de cette invitation du CNESCO pour parler sur la politique éducative, plus précisément sur sa durabilité dans le temps. Pour faire ça, je veux vous raconter une expérience. C'est une expérience sur l'évaluation des enseignants, qui c'est un sujet difficile du point de vue politique, au Chili au moins, et bien sûr en Amérique latine. Alors, je vais partager mon écran pour suivre ce qui va être cette exposé. Je fais toute la recherche avec Carlos Eugenio Beca, un collègue de l'Université Diego Portales au Chili. Je vous disais qu'en fait, évaluer les enseignants, c'est une politique très complexe. Ce n'est pas complexe seulement pour des raisons politiques, mais aussi par des raisons techniques. C'est bien difficile de saisir ce que c'est le travail d'un enseignant, et aussi par des raisons culturelles. C'est pas facile d'installer l'idée de que on doit évaluer d'une façon périodique et systématique à des enseignants qui sont des professionnels. C'est pas évident dans d'autres professions qui ont fait cette forme d'évaluation systématique du travail. Et par cette raison, par ces différentes raisons, ça a été bien difficile d'installer ce type de système dans le Chili et dans l'Amérique latine en général. Alors, ce que je vous raconte, c'est une expérience qui n'est pas évidente et qui s'est passée pendant à peu près 2 décennies, c'est-à-dire c'est une expérience qui a commencé dans les années 2000, mais qui a bien prolongé pendant bien différents gouvernements. Vous pouvez bien voir 4-5 gouvernements différents, et ces gouvernements ont de différentes orientations politiques. Certains sont de droite, comme c'est le cas du gouvernement de Sébastien Piñera, et des autres sont de gauche. Mais tous ces gouvernements ont, d'une certaine façon, fait une contribution de cette politique. Et la politique, je veux vous dire qu'il y a au moins 4 moments qui sont aux étapes qui sont très importantes. La première, c'est la préparation de conditions pour la mettre en place vraiment. La deuxième, c'est la mise en place et son développement institutionnel. Et la troisième, c'est comment s'est intégrée cette politique dans un changement très important, qui c'est la consécration d'une nouvelle carrière professionnelle pour les enseignants. Alors, vous pouvez bien voir qu'il y a certains moments dans le temps qui sont très importants. C'est l'année 2000, l'année 2004, l'année 2016, dans lesquels se sont produits cet élément très important qui ont fait un changement de l'installation et après de l'intégration, je veux dire, du système. Qu'est-ce que c'est le plus important, l'élément le plus important de la préparation? En fait, que ce système d'évaluation est né d'un accord entre le syndicat des enseignants, qui c'est un seul syndicat et très puissant au Chili, et le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation. C'est une négociation dans l'année 2000 dans laquelle on a été capable, ces deux grands pouvoirs des institutions, se mettre d'accord sur ce qu'on devait bâtir un système d'enseignement d'une façon consensuelle. Et après cet accord, c'est qu'on a commencé un travail technique dans lequel on a mis en place une commission dans laquelle pas seulement était le gouvernement et les syndicats des enseignants, mais aussi les municipalités, parce que les municipalités sont en charge de gérer l'éducation publique au Chili. Et la première tâche de cette commission, ça a été de faire une sorte de planification du système, de penser comment devait être le système. Et pour cela, ils ont arrivé à la conclusion que la première grande décision, c'est d'avoir une sorte de référentiel de compétences, comme vous en avez, du point de vue de qu'est-ce que ça veut dire avoir un enseignement de qualité. Et ça, c'est vraiment, évidemment, un élément absolument essentiel, parce que sans cette cadre de référence, c'est très difficile de faire l'évaluation. Comment on peut dire que c'est bon ou mauvais
le travail d'un enseignant, c'est ce qu'ils n'ont pas cette référentiel. Et pour cela, c'était la première chose qu'on a fait. Et après ça, on a fait l'élaboration de tout le système technique, proprement dit, le processus, les instruments, et on a fait encore une sorte d'implémentation pilote dans 3 municipalités pour voir si ça s'est passé. Bon, ce référentiel de bon enseignement et ce cadre de bon enseignement a été très développé et vous pouvez voir comme ça qu'il y a différentes dimensions qui sont prises en compte, dans laquelle c'est évidemment pas seulement les responsabilités professionnelles, mais c'est vraiment le travail dans la salle de classe qui s'était mise en place. Et je dirais qu'il y a un cinquième élément qui n'est pas inclus dans ce cadre, mais c'est plus en plus important aussi, que c'est aussi de certaines évidences du travail collaboratif, des enseignements qui aussi sont vus comme une partie du travail. Mais la première tâche, alors, c'est arriver à cette référentiel pour pouvoir faire l'évaluation. Et après ça, on a eu une loi qui a consacré l'idée de que c'était essentiel pour le secteur public, pour les enseignants du système public, de s'évaluer d'une façon périodique et avec de conséquences. Alors, cette loi a donné le pied pour la deuxième partie, la deuxième étape, après avoir les conditions qui seraient le début de la démarche du système. Et ce système s'est mis en place d'une façon absolument graduelle, dans laquelle on a parti pas en même temps avec tout le niveau d'enseignement, évidemment, on a parti avec les écoles primaires et aussi on n'a pas débuté immédiatement avec tout le discipline. On a commencé avec certaines disciplines et après ça s'était élargi de point de vue de niveau et aussi de point de vue disciplinaire. Mais dans 3 ans, on était déjà avec plus de 10 000 enseignants qui s'étaient évalués chaque année dans le Chili, dans le système public. C'est une évaluation qui est faite chaque 4 ans. C'est une décision qui est très importante et dans laquelle participent différentes institutions. Il participe le ministère de l'Éducation qui était en charge d'organiser tout le système. Mais il participe aussi les municipalités qui participent à l'organisation locale de tout ce qui sont faits et aussi participent les universités qui vont participer aussi dans donner une partie très importante de l'évaluation, comme vous allez bien voir, d'un des instruments d'évaluation importants. Alors, c'est un système qui est bâti avec la participation de multiples institutions de différents niveaux, national, mais aussi local. L'évaluation est axée sur 4 sources d'informations. La première d'elles, c'est un portfolio dans lequel l'enseignant doit rendre compte de la planification et la mise en œuvre d'une unité d'enseignement de son discipline et aussi doit enregistrer une vidéo sur une classe, une séance complète, c'est-à-dire 45 minutes, c'est l'enregistrement de ces vidéos. Aussi, il y a une auto-évaluation, c'est-à-dire chaque enseignant fait une certaine évaluation de soi-même et son travail. Aussi, il y a un autre enseignant qui n'est pas de la même école qui fait aussi une évaluation du travail de cet enseignant. Et finalement, le chef d'établissement aussi fait une évaluation de l'enseignant. Alors, vous avez 4 sources. Ces sources n'ont pas tous le même poids dans l'évaluation. Le portfolio est bien plus important, c'est le 100%, et les autres ont moins d'incidence, mais aussi sont importantes et sont considérées. Alors, il y a des sources multiples d'informations qui sont en train de travailler. Et ça, c'est un aspect important parce que sont faits les différents éléments vont avoir différents aspects. Comment on classifie les enseignants après cette évaluation dans 4 grands groupes? Le premier, ce sont qui sont classés en tant qu'exceptionnels, c'est-à-dire de très bons enseignants. D'autres sont considérés en tant que compétents, c'est-à-dire qu'ils sont à l'auteur de ce qui est attendu, mais il n'est pas exceptionnel. D'autre côté, il y a les élémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont capables de travailler dans la majorité des dimensions, mais en certaines d'elles qui sont plus faibles.
Et finalement, ils sont considérés en tant qu'insatisfaisants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas être dans le système proprement dit. Et il y a différentes conséquences. Vous pouvez bien voir ici que si vous êtes classé en tant qu'exceptionnel ou compétent, vous continuez avec votre évaluation chaque 4 années, mais aussi vous avez la possibilité d'avoir accès à d'autres assignations professionnelles. Et aussi, vous pouvez rendre une certaine possibilité de que vous êtes une sorte d'enseignant des enseignants, c'est-à-dire que vous pouvez faire certaines formations aux autres. Mais si vous êtes placé dans les autres aspects, en tant qu'élémentaire ou insatisfaisant, la situation est différente. Vous devez vous évaluer dans l'année suivante, c'est-à-dire dans une temporalité très prochaine. Et aussi, vous devez suivre des programmes de développement professionnel d'une façon obligatoire. C'est-à-dire, vous devez vous suivre d'autres possibilités pour améliorer votre travail. Quels sont, à peu près, pour avoir l'idée de comment ça fonctionne ce système? Ce système, et finalement, ils sont classés presque 2/3 des enseignants dans la catégorie de compétents, 10% à peu près dans la catégorie exceptionnelle. Et il y a 24% qui sont classés en termes que seulement élémentaires, 1% donc insatisfaisants. C'est-à-dire ça, c'est une distribution des enseignants. Alors, mais si on faisait une classification seulement en prenant en compte de différentes sources d'informations, le résultat serait très différent. Et si vous pouvez voir justement cette vision, n'est-ce pas, que si seulement vous considérez par exemple l'auto-évaluation, bon, presque 90% des enseignants seraient considérés exceptionnels. De l'autre côté, si seulement vous classez les enseignants du point de vue de portfolio, bon, vous aurez que 65% des enseignants seront classés comme seulement élémentaires. Alors, vous pouvez bien voir qu'il est important cet équilibre entre les différentes sources d'évaluation et comment on arrive finalement à composer un résultat général en comprenant ces différentes sources. L'année 2016, c'est très important parce que finalement, il y a eu un changement dans la carrière professionnelle des enseignants au Chili. Alors, on a intégré cette expérience qui venait de la décennie antérieure, de l'année 2004. On a intégré toute cette expérience sur l'évaluation de la nouvelle carrière professionnelle des enseignants. Cette nouvelle carrière a de différentes tranches, de différentes phases. Vous devez peut-être dans la phase initiale, précoce ou avancée. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? L'évaluation est intégrée surtout pour passer d'une phase à la suivante, c'est-à-dire, par exemple, le portfolio qui existait déjà. Bon, ce même portfolio avec son vidéo d'une classe et toutes ces épreuves pour savoir sur votre compétence pédagogique. Bien, il est utilisé dans cette façon pour voir si vous pouvez passer d'une phase à l'autre phase dans la carrière professionnelle. Alors, c'est très important qu'on a utilisé toute cette expérience. Autre élément qui est très important dans la nouvelle carrière professionnelle, c'est qu'elle n'est pas seulement pour les enseignants du secteur public. Je vous ai raconté qu'on a considéré seulement le secteur public dans l'évaluation professionnelle des enseignants. Mais ce n'est pas le cas pour la nouvelle carrière professionnelle. La nouvelle carrière professionnelle aussi est ouverte pour les enseignants du secteur privé subventionné, qui au Chili, c'est très important parce qu'en fait, c'est le secteur majoritaire, c'est-à-dire presque le 60% des étudiants sont dans le secteur privé subventionné. Alors, c'est très, très important s'ils vont être soumis à la nouvelle carrière professionnelle ou non. Et en fait, ils sont soumis à cette carrière professionnelle et de ce point de vue aussi, ils sont évalués avec les outils et la méthodologie qu'on a bâtie avec l'évaluation des enseignants.
Ça, c'est l'expérience sur le système. Cette expérience a été évaluée avec un grand nombre de recherches, d'études faites par des chercheurs nationaux et internationaux. En général, ils sont tous arrivés à des conclusions très positives du point de vue de que le système qu'on a bâti au Chili d'évaluation était un système qui effectivement était capable de classer les enseignants dans de différentes catégories avec des éléments qui étaient valides, c'est-à-dire ces enseignants avaient, les étudiants de ces enseignants en général avaient de meilleurs résultats qu'on ait été classés dans la catégorie exceptionnelle ou compétente, qu'on était dans des catégories, par exemple, d'élémentaire ou d'insatisfaisante. Aussi, on a vu qu'elle avait un effet cumulatif. Si vous en tant qu'élève, vous travaillez pendant 2 ou 3 ans avec des enseignants qui étaient classés dans les catégories supérieures, vous avez de meilleurs résultats que les autres. Et aussi, il y avait un effet dans l'établissement comme un ensemble, c'est-à-dire les établissements qui avaient plus d'enseignants qui étaient dans les catégories supérieures aussi avaient d'autres caractéristiques positives du point de vue de l'enseignement. Aussi, ce système a été évalué ou étudié, c'est plus juste de le dire, par d'organisations internationales comme l'OSCE ou comme la Banque mondiale. Et aussi, ils sont arrivés à des conclusions positives du point de vue du système chilien. Alors, qu'est-ce que je veux dire en termes de conclusion sur cette expérience de l'installation du système d'évaluation professionnelle des enseignants du point de vue de la durabilité de la politique? Et je voudrais dire que finalement, il y a de différents éléments qui vont être inclus, qui ont participé de cette expérience que je pense que finalement vont être importants pour cette possibilité d'être finalement durable dans le temps, d'avoir de la durabilité. Et il est possible de voir que ce n'est pas seulement un élément, mais c'est ces différents éléments qui finalement vont être la possibilité de donner une durabilité dans le temps. Et je veux grouper ces éléments en tant que 4. Je veux dire que le premier élément, c'est un élément, je dirais, de rationnel, c'est-à-dire d'avoir des évidences importantes et indépendantes du point de vue de que le système effectivement marche, que le système est capable d'aboutir et avoir les objectifs qui se posent. Et ça, c'est très important d'avoir certaines évidences qui soient indépendantes pour effectivement mettre du poids à un éventuel changement. C'est pas, je le veux dire de notre façon, c'est pas facile pour un nouveau gouvernement de changer radicalement une politique qui a des évidences claires de qu'il est capable d'arriver à résultats attendus. Mais ça doit être dit par certains voix et certains documents et évidences qui, en ce cas, c'est très important, sa indépendance. Un certain élément que je pense que c'est aussi très important pour la durabilité, c'est le fait d'avoir des lois de la République qui, d'une certaine manière, encadrent et donnent une sorte de stabilité institutionnelle à la politique. Ce n'est pas la même chose de changer une loi que de changer simplement une politique qui est capable de changer le gouvernement par soi-même, le pouvoir exécutif par soi-même. Parce qu'au moins, on doit y aller au Parlement et on doit avoir une majorité pour changer une loi et avoir une nouvelle loi et finir avec ce qui était mis en place dans une certaine période antérieure. Alors, ça aussi, c'est autre chose qu'on peut trouver dans cette situation, dans cette politique. Il y a une loi, l'année 2004, qui consacre le nouvel système. Il y a une loi, l'année 2016, qui d'une certaine façon intègre l'ancien système dans la nouvelle carrière professionnelle. Je le donne à nouveau d'une façon négative. Si un gouvernement, quelqu'un
doit venir à changer cette politique, il doit au moins aller au Parlement pour la changer. Un troisième élément qui est aussi très important, c'est l'aspect institutionnel. C'est-à-dire qu'il y en a de différentes institutions qui participent de la façon dont laquelle la politique est bâtie et fonctionne. Dans ce cas, je vous ai parlé que ce système d'évaluation est un système qui a une participation du ministère de l'Éducation, mais aussi des municipalités, mais aussi des universités. Alors, il y a de différents acteurs impliqués dans la façon de gérer le système. Ce n'est pas facile de changer ce type de fonctionnement. Il y a bien des acteurs impliqués qui ont un certain avis sur le système, mais aussi auxquels on doit donner une explication si on veut changer ce système. Ce n'est pas seulement la politique d'un seul gouvernement, c'est aussi une politique dans laquelle on a d'une certaine façon ajouté d'autres acteurs dans toute cette mise en place, qui est importante. Et finalement, c'est peut-être le plus important du tout, c'est la légitimité sociale. C'est-à-dire pour qu'une politique soit durable dans le temps, c'est très important que l'opinion publique soit d'accord avec cette politique et aussi que le groupe impliqué, surtout quand c'est un groupe comme les enseignants qui ont un pouvoir politique si formidable, sont aussi d'accord que effectivement la politique est une politique relevante et qui sait bien et qui a un rôle à jouer dans l'éducation nationale. Et c'est aussi le cas dans ce cas que je vous ai raconté de l'évaluation des enseignants, du point de vue que l'opinion publique est bien d'accord avec que les enseignants soient évalués d'une façon indépendante, avec des conséquences d'une façon systématique. Mais aussi le groupe cible, les enseignants soi-même, sont d'accord avec un système dans lequel ils doivent rendre compte de son travail d'une façon qui soit professionnelle aussi et dans laquelle il est possible de constater ce professionnalisme. Je pense que ce facteur, c'est très important de penser qu'ils sont nécessaire de les établir. Parce que généralement, on parle du point de vue de la durabilité de la politique, du point de vue d'une bonne implémentation de la politique. C'est-à-dire qu'il soit graduel, qu'il soit bien bon financement, etc. Qui sont des éléments qui sont très importants, sans doute. Mais je dois dire que ces 4 facteurs, je pense aussi qu'ils sont très importants du point de vue d'avoir une possibilité de soutenir dans le temps une certaine politique. Avoir des évidences, avoir une consécration légale ample, avoir des institutions participantes d'une façon active dans la mise en place de la politique d'une façon périodique, des institutions variées, et finalement avoir une légitimité sociale sur le sujet de la politique et sur les procédures qui sont mises en place par elle. C'était l'expérience que je voulais compartir avec vous. J'espère qu'elle peut nous donner certaines idées dans une réalité très différente comme vous en avez en France. Merci beaucoup.